Donc, on a fait une petite introduction sur qu'est-ce qu'il y avait au niveau européen, qu'est-ce qui se faisait dans les pays. Et maintenant, on va voir comment est-ce que vous, en tant qu'e-commerçant, vous allez pouvoir vraiment vous exporter à l'international et qu'est-ce qu'il faudrait faire. Donc, pour ça, il nous semblait évident, quand on a préparé cet atelier, qu'il fallait d'abord voir qu'est-ce que vous aviez sur votre site. Donc, c'est pour ça qu'on l'a appelé état des lieux de votre site. Il va falloir d'abord voir qu'est-ce qui a été configuré chez vous, qu'est-ce que vous avez déjà et qu'est-ce que vous pourriez exploiter pour aller plus loin et pour vous internationaliser. Donc, on va voir ici la stratégie du nom de domaine. On va voir également le multi-boutique, le multilangue, le multi-devise, les moyens de paiement et la logistique. Voilà, donc ça, c'est les points qu'on va voir tous ensemble et on va un peu les développer pour que ce soit plus clair pour vous. J'ai une question, Sophie, est-ce que logistique prend un S? Parce qu'on va avoir plusieurs types de logistique. Ok, donc des moyens logistiques. Voilà, c'est ça. Donc en fait, on va avoir plusieurs moyens de logistique, donc c'est pour ça qu'on a mis un S. Très bien. N'hésitez pas à nous poser des questions en bas de la vidéo, vous abonner à gauche et montez le son à droite. Montez le son à droite. État des lieux de votre site, donc la stratégie du nom de domaine. Le nom de domaine aujourd'hui, c'est super important. Si vous vendez en France, si vous vendez à l'étranger, quel est votre nom de domaine? Est-ce que vous avez un domaine en .com, en .fr? Alors imaginons que vous soyez une société française. On va prendre un exemple, une société française qui s'appelle monsite.com. Donc monsite.com, elle a un site en .com. Donc tout ce qui est extension .com, .net, .biz, ce sont des extensions génériques, non localisées. Ça veut dire que c'est considéré par les moteurs de recherche comme une extension non localisée. On pourra avoir un site .com en anglais, un site .com en français, un site .com en italien, peu importe. Après, tout ce qui est extension de domaine, de pays, c'est-à-dire .be, c'est la Belgique, .it, c'est l'Italie, .es, c'est la FAN, .fr. La France. .io. C'est... Ah mince, là tu me poses une colle. Mais c'était... putain. Ok, c'était l'océan Indien. Ah ouais, alors voilà. c'est dur à comprendre le IO parce qu'en fait, nous dans l'informatique, on se sert du binaire. Vous savez que l'informatique c'est du binaire, c'est du 1-0 et en fait IO, pour nous c'est 1-0. Donc il y a beaucoup d'outils. Il y a un outil de messagerie qui s'appelle centralise.io. Il y a d'autres outils, gear.io qui fait également des actions marketing. Donc le .io est très répandu aujourd'hui et il remplace un petit peu les .com dans les startups un petit peu innovantes. Il faut dire aussi qu'il y a beaucoup de noms de domaine maintenant en .com qui sont pris. Du coup, il faut trouver ailleurs. Et donc c'est pour ça que le IO aussi se développe. Alors il y a plein de nouveaux domaines. Il y a .shop, il y a .paris, il y a plein d'extensions, il y en a plus de 2000 ou 3000, je ne sais plus, c'est vraiment un gros volume, on peut les acheter. Voilà. Donc après, il faut quand même avoir un nom de domaine sympathique. Il y en a également qui font des noms à composer. Par exemple, ma.boutique, ça veut dire ma boutique. Voilà, donc c'est des noms sympathiques aussi. Donc le choix du nom de domaine est très intéressant. Donc après, la question c'est, quand je vais en France, imaginons que j'ai mon domaine en .com. Alors là, j'ai plusieurs solutions. www, ça veut dire World Wide Web. Okay, on n'est pas obligé de le mettre, sachant que si on ne le met pas, il faut rediriger le pas 3W vers le 3W pour éviter d'avoir un domaine en contenu dupliqué. Et du contenu dupliqué pour le moteur de recherche, c'est pas bon. C'est pas bon. Voilà. Donc on pourrait avoir par exemple le fr.monsite.com, le en pour l'anglais .monsite.com, le it.monsite.com. Donc ça pourrait être des choses qui pourraient être envisageables. On pourrait travailler donc en sous-domaine. Ensuite, on pourrait travailler avec une extension de dossier. Par exemple, on pourrait avoir /fr, /en, /it. On verra tout à l'heure quelques exemples où on a préféré travailler sur des extensions au niveau des dossiers. Ça veut dire que pour Google, c'est le nom de domaine qui a la notoriété, /fr, et c'est considéré comme des dossiers, comme quand on navigue dans son ordinateur, et quand on va dans poste de travail, c'est 2 points, mes documents, c'est le chemin. Donc ça peut être une autre extension. Là, on voit également, donc nous, on a configuré ce site-là en mode l'extension qui ne bouge pas avec un sous-domaine cette fois. Alors, pourquoi le 3W sera en version française alors que c'est FR? Donc, il y a plein de questions à se poser. L'important, c'est de se poser les bonnes questions dès le début. On a vu souvent des sites qui avaient, par exemple, le EN, puis le site en .fr. Donc, on pourra avoir monsite.fr, puis www.monsite.it pour l'Italie, puis ensuite une extension en it.ledomaine.com. Donc, un mélange, et après, ça perd les gens. C'est très compliqué, puis c'est difficile à travailler au niveau du marketing. Et du coup, est-ce qu'il y a quelque chose que tu conseillerais toi pour justement s'internationaliser? Est-ce qu'il y a une bonne stratégie à mettre en place ou est-ce que ça dépend à chaque fois de ton site? Oui, ne vous lancez pas dans l'e-commerce, ne faites pas de vente à l'international. Ça, c'est la méthode la plus simple. Voilà. Ça, c'est la première. La deuxième méthode, c'est en fonction de ce que vous avez disponible. Est-ce que vous avez déjà le .com? Par exemple, si vous achetez un nom de domaine dans monsite.fr et que le .net, non, j'ai des bêtises. Si vous achetez le .fr, mais que le .it n'est pas disponible, du coup, votre stratégie, elle va s'arrêter. Parce que si vous avez le .com, le .fr, le .it, mais pas le .be pour l'Italie, BE pour la Belgique, pas le .de pour l'Allemagne, ben vous allez vous retrouver à un moment donné à devoir faire des changements. Donc, quand on n'est pas sûr de pouvoir les avoir et qu'on n'a pas non plus les sous pour les avoir, parce qu'il faut les déposer un peu partout, ben, il vaut mieux partir sur un .com qui est un domaine générique et travailler soit en sous-domaine, soit avec un répertoire, donc un dossier.
Ok, donc c'est vraiment, c'est un peu aussi des points externes qui font que vous allez prendre plus telle stratégie ou telle stratégie. C'est ça, c'est en fonction de disponibilité et de ce qu'on veut faire. Par exemple, nous avons ici un site d'IceSound, qui est un site qui a été réalisé sous Magento. C'est un site multiboutique, d'accord? Donc ça veut dire qu'il y a plusieurs sites qui ont été générés avec le même back-office. Donc c'est Magento, c'est multiboutique. Donc là, on voit clairement que sur le site, on a cette partie-là. Donc là, on est dans le multiboutique cette fois. Donc ça, c'est des produits. C'est une catégorie, casque, enceinte, donc différents types d'enceintes. Et on va retrouver, ça c'est une fiche produit qu'on va retrouver directement. Si on va voir le site d'après, qui est leur site de e-commerce, en fait, c'est le même back-office. C'est-à-dire que l'enceinte qu'on a vue sur la slide d'avant se retrouve dans la partie catalogue produit ou dans nouveautés son, on aura également le même produit. L'avantage, c'est que quand vous allez créer votre fiche produit, par exemple, je reviens sur la slide d'avant, quand vous allez créer cette enceinte Massive Party, elle va se retrouver donc dans votre inventaire, il n'y aura qu'une seule fiche produit et vous allez partager les informations entre les sites. Alors attention, cette enceinte, elle est en vente sur Energy Pro Shop qu'on a vu, elle est en vente sur DiveSound, mais il va falloir changer la description. Parce que si vous avez la même description sur les deux sites, le site Energy Pro Shop vend tous les produits qu'il fabrique. Donc il y a des enceintes, il y a des batteries, il y a des accessoires pour GoPro, il y a plein de produits. Et le site Dice, qui est là, vend que les enceintes. Donc ça permet d'avoir un site spécialisé qui sera reconnu en tant que tel. Cette enceinte, elle existe une seule fois dans le back-office, elle est présente sur plusieurs front-office, donc sur plusieurs boutiques. Par contre, il n'y a un seul UGS. UGS, c'est l'unité de gestion de stock. Ça veut dire que ça va être le SKU, il n'y a qu'une référence. Et ce produit, quand il va y avoir une vente sur DiceSound ou une vente sur Energy Pro Shop, ça va être le même stock qui va être vendu. Donc, il n'y a pas de souci. On l'a vu également. Donc là, bon, site Magento, c'est fait exprès. Au niveau du multilingue aussi, alors est-ce que votre site actuellement, est-ce que vous utilisez plusieurs langues? Ou est-ce que vous utilisez qu'une seule langue? Est-ce que vous vous en contentez d'une seule? Ou est-ce que vous avez déjà préparé votre contenu pour justement externaliser tout ça? Est-ce que vous avez déjà travaillé des traductions? Est-ce que vous avez déjà travaillé avec justement des personnes locales pour agrémenter votre site? Est-ce que vous êtes en train de travailler sur une stratégie de contenu? Voilà, ça c'est très important de savoir à l'heure actuelle. Est-ce que vous avez de quoi et est-ce que vous avez déjà plusieurs langues sur votre site? Et est-ce que vous avez la capacité avec votre back-office de gérer plusieurs langues également? On le verra en détail un peu plus tard. Exactement. On a également le multi-devise. Donc le multi-devise, c'est tout simple. Là, on a un costume de coccinelle, 8-10 ans. Donc on voit qu'ici, on est affiché en euros. Et sur la version suisse de la boutique, on voit qu'on est également En francs suisses. en francs suisses. Voilà. Je pense qu'on parlera après du convertisseur de devises un peu plus tard dans les slides, donc parce que c'est important. Donc on le verra plus tard. Oui, on le voit plus tard. Hein. Il me semble que c'est maintenant qu'on en parle. Effectivement, c'est maintenant qu'on en parle. C'est marqué en gros sur le compteur. Hein. Donc parlons-en. Donc là, ce qui est important de faire, par exemple, c'est que ici, là, tous les jours, il n'y a pas quelqu'un qui... Alors là, il y a 30 000 produits en vente. Donc c'est beaucoup de produits. D'accord donc on ne va pas tous les jours, si la devise ou le taux de change a changé d'un centime, on ne va pas à la même mettre à jour 30 000 produits, c'est trop compliqué. Donc là, il est connecté à un web service. Grosso modo, Magento, encore une fois Magento, est connecté à un web service en ligne. Okay et tous les soirs à minuit, ou plusieurs fois par jour, il peut se connecter pour voir le taux de change. Ça veut dire que la devise principale, c'est l'euro, puisque le client, le vendeur, fait ses achats en euros à son fournisseur. Okay ça peut être dans d'autres devises, hein, mais là, en l'occurrence, c'est comme ça. Voilà. Et là, c'est converti en francs suisses à la monnaie d'aujourd'hui. Okay L'avantage, c'est que c'est fait en temps réel. Pourquoi c'est important? Si vous faites des campagnes Google AdWords, Google Shopping en l'occurrence, pour vendre vos produits, d'accord, vous allez avoir Google qui va venir faire des tests sur votre site. Donc vous le verrez peut-être, quand vous faites du Google AdWords, des fois vous allez avoir des pénalités. Google va vous dire, vous êtes en violation avec ci, vous êtes en violation avec la loi Hamon, il manque un texte. Et vous allez avoir les flux qui vont justement se stopper parce qu'il y a des erreurs. Et donc on ne sait pas d'où ça vient, mais... C'est ça. Alors d'où ça vient? C'est en fait réellement des gens de chez Google physiquement qui viennent. Donc vous verrez dans votre back-office, si vous faites une recherche dans votre back-office, si vous faites de l'AdWords, vous verrez, il y a des adresses email qui existent. Par exemple, il y a marqué testbe@gmail.com ou testfr@gmail.com ou testch@gmail.com. Ce sont des adresses mail des gens de Google. Donc les gens de Google viennent sur votre site, ils mettent jusqu'au panier, ils passent la commande. Ça veut dire qu'ils vont recevoir l'email de confirmation de commande. Donc ils vont aller au bout pour tester si on peut se rétracter, si y a bien les informations. Donc c'est super important. Si vous êtes e-commerçant, vous le savez déjà. Et si vous vous lancez, ben, vous le savez. Et si ça ne vous est pas encore arrivé, ben, vous êtes prêt. C'est un bon vous êtes préparé. Vous êtes préparé. Alors au niveau des moyens de paiement également, qu'est-ce que vous avez qui est mis en place sur votre site? Est-ce que vous proposez que la carte bleue? J'allais dire la carte vitale. Est-ce que vous proposez le chèque? Est-ce que vous proposez le virement? Est-ce que vous proposez PayPal?
Est-ce que vous avez mis en place un partenariat pour faire un paiement plusieurs fois également? Donc là aussi, c'est très important de savoir où vous en êtes au moyen de paiement parce que comme on l'a vu dans l'introduction, il y a des pays qui aiment plus ou moins certains moyens de paiement, donc il faut s'y adapter. Alors, ce qu'il faut savoir, tu as parlé de la carte vitale, c'est rigolo. Tu peux payer maintenant carte vitale? Ben non, en fait, on a des clients qui sont dans le maintien à domicile, Oui. des personnes âgées qui font également des produits de pharmacie. Aujourd'hui, il y a certains sites où on peut directement avoir le montant de remboursement de la Sécu. Dans ces cas-là, si on fait un achat sur ces sites qui sont finalement, on va dire, agréés, je ne sais pas si c'est le mot exact, ou certifiés, en tout cas qui ont un label auprès de la Sécurité sociale, vous allez payer et ensuite, ils vont vous remplir un document CERFA et vous pourrez ensuite vous faire rembourser vos médicaments de façon traditionnelle. Oui, bon, c'est pas la carte vitale qui va payer non plus. Non, c'est pas la carte vitale. Le... Mais bon, grosso modo, il va falloir donner son numéro de sécu quand même à un moment donné. Ça veut dire qu'il faudra que la donnée soit stockée de façon confidentielle et super sécurisée, parce que quand on parle de la santé, ça veut dire derrière il y a la CNIL, il y a une base de données qui a été déclarée, il y a des normes de sécurité à respecter. Donc c'est à faire. On ne peut pas payer avec la carte vitale. Non. On peut essayer. On peut essayer. Ça peut ne pas marcher. Toujours, ouais. Peut-être. En tout cas, on peut payer avec Stripe. Stripe, c'est un très bon exemple, Stripe. Alors Stripe, c'est quoi? Stripe, c'est pas... je vais dire une connerie. Ouais, t'as dit striptease. Ouais, mais je savais, je sais pas. On peut le laisser. On peut le laisser. On peut laisser striptease dans la vidéo. Je pense qu'on sera pas banni pour ça. Tout le monde confirme, bon ça va, ok. Donc on laisse, voilà. Donc Stripe en fait c'est un nouveau module de paiement. L'avantage c'est qu'au niveau de l'intégration il est super simple pour nous développeurs, enfin je suis pas développeur mais pour les équipes de développement, à intégrer facilement. L'avantage c'est qu'il y a une centaine de devises, il y a beaucoup d'accords à gauche à droite, et on peut faire des prélèvements SEPA, on peut faire du paiement en plusieurs fois, on peut payer sur mobile avec smartphone, on peut payer avec des applications, on peut payer dans la rue avec, donc c'est super pratique, on peut encaisser. Par exemple, donne-moi ta carte bancaire, voilà. Laurent, je te fais un petit paiement, donne-moi ta carte bancaire. Toi, tu as une carte bancaire sur toi? Personne n'a de carte bancaire ici. Tu n'as pas de carte bancaire? Non, là, je l'ai pas sur moi. Personne n'a de carte bancaire. Bon. Non, par contre, je peux aller chercher la tienne si tu veux. C'est sympa, c'est sympa. Donc, pas de démo, parce qu'on l'a pas. Voilà. Donc, pas de souci. Donc c'est oui, super. Il y a Stripe qui existe, il y en a d'autres également. Hein. Donc là, on a parlé de Stripe, mais c'est juste pour vous dire qu'en fait, il y a des sociétés qui ont quand même pensé à l'international et qui ont justement simplifié cette gestion monétaire et justement ce flux de données monétaires. D'ailleurs, dans notre région, on a une société qui s'appelle Payline, qui travaille avec Amazon et compagnie, donc c'est une société locale, puisqu'on est à Aix-en-Provence. Avant, on était à Marseille, maintenant on est à Aix. Et oui, on est bien. Donc, c'est des gens qui sont sympathiques, qui proposent un module avec des paiements plusieurs fois, plein d'actions également. Il y a Payzen également qui propose. Après, il y a Classic, il y a Atos, il y a Paybox, il y a CMCIC, Monetico Paiement. Enfin, il y a plein de modules de paiement. Très bien. Donc, on a vu quelques points justement sur l'état des lieux du site et qu'est-ce que vous aviez jusqu'à maintenant. Et maintenant, ce qu'il faut voir également, c'est au niveau de la logistique. Donc, on parle d'abord d'une logistique interne. Donc, c'est quoi? C'est la logistique très classique. Hein. Il y a mon client qui fait une commande. Moi, en tant que commerçant, je fais une commande à mon fournisseur. Mon fournisseur m'envoie le produit et moi, je l'envoie via le transporteur à mon client. Ou alors, j'achète chez mon fournisseur pour avoir des bons prix, je stocke dans mon entrepôt, parce que là, tu es en flux tendu. Ah oui, exactement. Voilà. Ouais. Et en fait, après, une fois que je fais ma vente, j'envoie le produit au client. Par contre, j'ai beaucoup de stock, donc j'ai une grosse valorisation de mon stock. Ça veut dire que j'ai de l'argent qui est placé dans ces produits qui perdent de la valeur. Surtout dans certains produits comme le high-tech, par exemple. Alors, dans le secteur du X, par exemple, les sextoys, ça ne dévalorise pas. La forme ne changera pas. Un sextoy ressemble à un sextoy. Il faut le dire. Peut-être qu'avant, c'était moins grand. Hein. Par contre, si tu vends des sushis, tu es embêté. Le problème du sushi, oui, j'aime bien en parler, le sushi, c'est périssable. Oui. Donc, à mon avis, le sushi, au bout de 10-15 jours, tu peux pas le garder en stock. Tu peux pas être en flux tendu. Enfin, tu peux être qu'en flux tendu, là, pour le coup. Tu peux le manger, peut-être, au bout de 10-15 jours. Il aura un arôme particulier, il sera fermenté, mais du coup, il risque d'arriver des salades. Logistique interne, donc c'est le classique. La logistique de dropshipping, donc là, elle est un tout petit peu différente. Donc, c'est-à-dire que le commerçant n'a pas de stock, vous n'avez pas de stock. Et là, vous avez une commande qui tombe dans votre back-office. Vous faites tout simplement une commande directement à votre fournisseur. Et le fournisseur envoie via le transporteur à votre client. Voilà, donc ça c'est assez connu maintenant et c'est pour éviter justement cet amas de stock chez vous et la trésorerie en fait qui part trop vite. Voilà. Et du coup ça c'est une logistique qui est énormément utilisée de nos jours chez les e-commerçants. Alors elle a également des inconvénients. Le problème du dropshipping, ça veut dire que vos concurrents vont aussi bénéficier du dropshipping. Ça veut dire que tout le monde peut vendre les mêmes produits parce qu'il n'y a plus de valeur ajoutée. Ça c'est le premier problème. Deuxième problème, c'est les retours.
Qui va faire les retours? Est-ce que c'est votre fournisseur qui reprend le produit et qui vous le rembourse du coup? C'est-à-dire qu'il y a une expertise, ça veut dire que vous n'êtes pas maître de la chaîne de valeur du retour du produit, ou alors c'est vous qui récupérez le produit. Dans ces cas-là, si le produit est défectueux, vous faites rembourser auprès du fournisseur, et s'il n'est pas défectueux, il faut le vendre. Ça veut dire qu'à un moment donné, vous allez quand même devoir gérer quelques petites expéditions depuis chez vous aussi. Il y a des avantages et aussi des inconvénients. Alors, il faut en parler parce que les inconvénients, on n'y pense pas au début, puis quand ça arrive, ça arrive. On est obligé d'y penser. Le troisième sujet, c'est la livraison logistique cross-docking. Cross-docking, il y a plusieurs sociétés qui le font. On va prendre un exemple, par exemple Philéa qui est vers Montpellier ou Duhamel Logistique, qui sont plus dans le nord, et aussi des dépôts. On vous parle de ces gens puisqu'on les connaît, on travaille avec certains de nos clients. Donc là, c'est différent. Là, vous avez le commerçant ici, donc c'est le vendeur. Sophie, par exemple, elle achète un produit et moi, j'achète un produit à ce commerçant. À la fin de la journée, le site e-commerce va passer une commande au fournisseur. Sauf que le fournisseur, il n'est pas capable d'envoyer les produits directement aux clients finaux. Il peut envoyer que des palettes avec des francs de port. Donc le système, il va stocker les commandes de la journée. Et à la fin de la journée, imaginons qu'il y a eu 100 commandes, il va envoyer une seule commande à ce fournisseur de 60 produits et une seule commande de 40 produits à ce fournisseur. Et eux, ils vont envoyer les produits dans une palette directement à la plateforme de cross-docking. Et en même temps, le site aura dit à la plateforme de cross-docking à qui envoyer les colis. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les fournisseurs envoient la palette, la plateforme cross-docking reçoit les produits emballés dans la palette, et ensuite elle prépare les colis pour les clients finaux. Ça veut dire que là, il va partir, s'il y a eu 100 commandes, il va partir 100 petits colis. Donc il arrive de palettes, palettisées, c'est séparé, donc réception et réexpédition immédiate, et ensuite c'est envoyé directement au client via le transporteur. Évidemment, le numéro de tracking est donné à la plateforme de cross-docking, qui via une API remonte le numéro de tracking dans Magento, et si c'est une vente marketplace, ça met à jour les marketplaces. Ça veut dire que là, on est dans un échange d'informations dans tous les sens. Exactement. Et l'avantage, justement, c'est que quand on a des fournisseurs qui ne font pas forcément du dropshipping, ça permet justement de mettre en place cette stratégie de je veux quand même pas garder de stock chez moi, mais voilà, je passe quand même par mon fournisseur, et ce fournisseur qui ne veut pas forcément faire du dropshipping envoie à la plateforme de cross-docking. Alors, il faut se méfier aussi des fournisseurs. Il faut se méfier de tout le monde. Par exemple, imaginons que vous ayez un fournisseur qui ne fait pas de dropshipping. Vous avez envie de lui dire « fais du dropshipping et je te garantis 100 commandes par jour ou 50 par jour ». Le problème, c'est que si le fournisseur se met à développer dans son ERP un flux de produits, parce que pour faire du dropshipping, il faut connaître les stocks, parce que vis-à-vis de la loi Hamon, vous ne pouvez pas vendre un produit en stock ou annoncer des délais longs. Donc il faut se dire que si le produit est en stock chez le fournisseur, il est disponible à la vente sur le site. Si par exemple mon fournisseur me livre en un jour, je sais que demain le produit partira, ou si c'est en cross-docking, c'est expédié le lendemain, je sais que ça partira demain, 2-3 jours de délai de transport. Si je commande lundi, je peux marquer sur la fiche produit chez vous à partir de jeudi. Le chez vous c'est rigolo. Donc si on demande au fournisseur de développer un flux pour vous, donc si on demande à ce fournisseur de développer un flux de produits pour qu'on ait en temps réel, il va le faire pour vous, mais il va le faire aussi pour tous vos concurrents. Et tous vos concurrents vont également avoir le flux en temps réel et vous n'aurez plus d'avantage concurrentiel. Donc c'est important d'avoir cette partie-là, c'est-à-dire le cross-docking. Ce qu'on peut faire aussi, on peut en parler du coup, si le fournisseur n'est pas capable de vous fournir les stocks, ça arrive. On a des clients qui ont les fournisseurs, ils n'ont pas de fichiers, ils ont des vieux ERP, ou ils ont des Sage un peu compliqués à exporter, ou des CJ ou des grosses solutions qui coûtent cher, d'accord, ou des SAP, c'est encore plus costaud. En fait, et s'ils ont un site B2B, on peut développer un scrapper. Okay, un scrapper, ça va être un robot qu'on va lancer sur le site du fournisseur. Ça va être comme Google, il va parcourir toutes les fiches produits et il va extraire le contenu et il va vous fabriquer un fichier de stock. Ça veut dire que si sur le fichier du fournisseur, le site du fournisseur, vous avez marqué en stock et qu'il y a la référence qui est disponible, le robot il va capter la référence, il va capter le en stock et il va vous le mettre en stock sur votre site. L'avantage, c'est qu'une nouvelle fois, vous n'avez pas demandé au fournisseur de développer un flux et vous avez l'exclusivité. Il faut faire attention quand on développe ça, comme c'est un robot, il va y avoir une grosse charge serveur. Donc le fournisseur peut vous bloquer les IP, donc il vaut mieux lui demander. Il dit voilà, tu n'es pas capable de me fournir un flux, moi je suis capable de le récupérer sur ton site, donc il vaut mieux le faire. C'est pas mal. C'est important de le dire parce que c'est grâce à des petites stratégies comme ça qu'on peut développer. Qu'on peut se différencier surtout, parce que sinon on fait tous pareil. Parce qu'il ne faut pas oublier, c'est ce que j'allais dire, tout le monde vend les mêmes produits aujourd'hui. Vous avez tous les mêmes fournisseurs, les mêmes canaux de distribution, les mêmes produits, les mêmes prix d'achat, les mêmes prix de vente. Donc qu'est-ce qui vous différencie aujourd'hui? Le coût d'acquisition est très élevé, beaucoup élevé. Donc c'est la fidélisation. Donc après, il faut proposer des produits innovants. Enfin, il y a plein de choses à développer. On va le voir tout à l'heure. Je dis parce que c'est un slide qui est difficile, donc là il y aura sûrement un plein écran sur le slide. Là, ça c'est un slide logistique, donc on va traiter cette partie-là. L'importance aujourd'hui dans les produits, aussi bien dans le stock donc, que vous pouvez vendre en direct que le dropshipping ou le cross-docking, on va voir plusieurs informations. Là par exemple, on voit qu'on a un produit. Donc un produit, c'est une enceinte, d'accord? On voit qu'on en a en stock. On va prendre ce produit. Donc ce produit, c'est une batterie pour une caméra Canon, d'accord? Donc c'est une batterie de type LPE6, c'est connu.
On voit là, on a le nombre de ventes, donc dans les 10 premières colonnes, ventes sur 2 semaines et taux sur 2 semaines. Ça veut dire que là, sur 2 semaines, j'ai vendu 72 unités de produits et en tout, j'en ai vendu 5 par jour, parce que 72 divisé par 2 semaines. Ensuite, sur 4 semaines, j'ai vendu 229 produits, donc 8 par jour. Et sur 8 semaines, j'en ai vendu 300 et 5 par jour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, j'en ai en stock 230 pièces au moment, c'est en temps réel ça. À ce moment-là, j'en ai 230 en stock. Le fournisseur, qui est loin, en fait, parce que là, c'est une marque qui fabrique ses propres produits, il faut 60 jours de délai de fabrication et de livraison d'import, en passant par tout ce qui est douane et formalités administratives. N'est-ce pas? Hein, monsieur? Tu peux dire oui, hein? Ouais. Voilà, c'est très compliqué. Donc effectivement, il y a un délai. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, il me reste 230 unités. J'en vends en moyenne entre 5 et 8 par jour. Donc grosso modo, en ce moment, j'en vends 5 par jour. Je vais tomber en rupture de stock donc le 26 juin 2016, donc ça va être qu'il y a un an, ok, et il est trop tard pour commander. Donc là, on voit clairement qu'aujourd'hui, c'est trop tard. Je vais tomber en rupture. Ce produit, que je fais 5 ventes par jour, je vais tomber en panne. Potentiellement, pendant 10 jours, j'ai peut-être loupé 50 ventes. À 50 €, ça fait 500 €. Multiplié par 1000 produits, ça fait 50 000 €, ou 500 000 s'il y a des millions de produits, 5 millions. Donc c'est super important de voir cette statistique. Là, ça permet de voir les ventes. Par exemple, ici, on voit qu'on va tomber en panne de produits, donc en rupture de stock dans 3 mois et 7 jours. Et là, par contre, il y a une livraison qui est prévue le 5 septembre. Donc, grosso modo, ce produit, c'est bon, on n'aura pas de souci, ça a été traité. Attention, peut-être que ce produit n'existe plus et qu'il y a un produit de substitution. Dans ces cas-là, on voit à droite, produit de substitution trouvé. Voilà, donc ça, c'est super important. Ça vous permet de préparer votre logistique. Tu as des choses à dire? Non, sur ça, non. Ok. Donc en effet, il y a aussi le problème des stocks qui ne se vendent pas. Donc qu'est-ce qu'on peut avoir comme solution en termes de logistique sur des stocks qui ne se vendent pas? Alors, les stocks qui ne se vendent pas, déjà, il faut analyser le produit. Donc, on verra plus tard cet outil, qui est un outil d'analyse de veille de prix en temps réel. Mais là, ça permet de prendre des décisions. Donc là, on est sur un étui standard, donc sur Cdiscount, d'accord? C'est une vente marketplace. On est sur un étui en standard bleu, en cuir pour un iPad mini, c'est bien. Ok. Et là, on a le coût de base du produit. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, sur ce produit, je suis en première position sur Cdiscount. Première position. Je suis à 10% de marge, je gagne 2 € de marge sur le produit, c'est très peu, d'accord? Et je demande au système de me calculer une marge. Pourquoi? Parce que dans ce système-là, on ne travaille plus sur des prix à la marge fixe, on travaille en pourcentage de marge, savoir ce qui nous reste, et on a plusieurs modes. Ça veut dire quoi? Je vends mon produit 38 € TTC, je l'achète 24 €. D'accord? Enfin, pardon, 24 €, c'est mon coût de base, le coût de base du produit. Le produit, je l'achète 17,63 €. J'ai 3,50 € de coût d'envoi. Le coût d'envoi, c'est le carton et le scotch, d'accord? Plus les coûts additionnels, et le transport, plus les coûts additionnels. Les coûts additionnels, c'est l'électricité, c'est les employés, c'est le personnel. Il y a également une pondération avec un calcul du nombre de retours. Le retour client, le SAV, c'est quelqu'un qui répond et qui s'en occupe, qui a temps plein dans cette société. Donc, on arrive à faire des coûts additionnels moyens. Dans la catégorie Cdiscount de ces produits-là, on a 15% de commission et on a 20% de TVA. Donc, ça me donne un prix calculé. Le prix calculé, c'est le prix du produit plus tous mes frais. Grosso modo, à 38 €, je gagne que 2,42 €. C'est très peu. Si je me mets en troisième position, ici, on voit que je gagne 7,24 €. Donc clairement, ce produit, il est très concurrentiel. On voit des concurrents ici. Donc là, il y a les 5 premiers. Il y a Zoomci, il y a Firstwide, il y a Prodi, il y a Petit Prix. On voit leur position, on voit leur prix, on voit leurs frais de port, on voit la date de mise à jour. Donc clairement, si j'ai du stock sur ce produit, il faut que je prenne une décision parce que j'en ai beaucoup. Si j'en ai beaucoup, le marché, il est mort là. Là, clairement, le smiley fait la gueule. Alors on a mis des smileys. Là, le smiley, il est content, mais si tu mets ça, ça veut dire que par rapport à la statistique, tu vas vendre tous tes produits, mais tu risques de vendre à perte. Là, non. Mais bon, on n'a pas le droit de vendre à perte en France. Donc, voilà. Donc, le but, c'est d'avoir quelque chose. Donc là, clairement, il faut arriver à analyser ta concurrence pour voir si sur ce produit qu'on a en stock, est-ce qu'on est bien placé sur le prix et comment se positionnent les concurrents, parce que le prix ne fait pas tout. Donc là, en fait, on a un historique de prix. On voit clairement que le prix ici, donc c'est numérique, c'est le client dont on parle, le prix n'a pas bougé. On voit que Zoomci, il a baissé son prix ici. On voit que Firstweb, il a baissé, augmenté, baissé, augmenté. Alors là, ils doivent avoir peut-être un programme, ou alors ils envoient les prix à la volée, ou alors c'est en fonction de la météo, ou en fonction du prix de l'essence, je sais pas. Mais bon, monter un prix, en fait, il n'a pas bougé de sa position, donc baisser, monter, avec des prix qui se ressemblent un peu, de 1, 3 €, enfin c'est un peu bizarre. Celui-là, c'est égal à celui-là. Il doit avoir un algorithme peut-être qui n'est pas très bien réglé. Je pense parce que c'est pas normal. La téléphonie mobile, c'est des produits. Il y a un commerçant qui a tous les produits. Il a peut-être 50 000 références. Donc, c'est énormément de produits. Il faut faire attention. Donc, comment est-ce que ça marche au niveau de la logistique? Là, on va voir en fait quelques exemples. Alors, attention, accrochez-vous. Soyez attentifs. Guillaume va débiter. Et là, ça va envoyer. Poum. Alors, j'aime bien celui-là.
Parce que c'est moi qui l'ai fait, ce petit dessin sympathique. Donc là, vous inquiétez pas, c'est pas compliqué, on va vous mettre en plein écran, vous allez comprendre. Okay, là, on a à gauche le stock principal, donc c'est le e-commerçant. Okay, en France et à l'étranger. Là, on a les actions manuelles qu'on peut lancer dans l'ERP, sachant que l'objectif aujourd'hui, c'est d'automatiser un maximum. Hein, le but, c'est pas de faire des choses manuelles. Du copier-coller, ça sert à rien. Okay, il y a plein de choses qu'on peut lancer. On ne va pas faire imprimer l'étiquette une par une. Il y a plein de choses qu'on va pouvoir automatiser. Donc là, on va voir différents dépôts. Donc cette société, en l'occurrence, elle est en place chez Amazon Logistique. Ça veut dire que là, on voit. Alors ça, c'est les stocks physiques. Donc c'est les stocks où se trouvent les produits. Et il y a les stocks logiques. Les stocks logiques, c'est des stocks virtuels. D'accord? C'est dans le système. Donc là, on va voir un stock chez Amazon en France. Sachant qu'Amazon, il y a 5 dépôts, peut-être 6 aujourd'hui, en fonction de la taille des produits, sont dans différents endroits. Il y a le stock Espagne, le stock Italie, le stock non expédiable, ce sont les pannes et les rétractations. Les produits qui reviennent cassés. Si c'est une vente Amazon et qu'il y a eu un retour, par exemple, avec Amazon, le produit, il est là. Donc, il est en stock non vendable, donc non expédiable. Et après, à vous, soit de les faire détruire, ça coûte de l'argent, soit de faire une commande de prélèvement pour les récupérer directement chez Amazon. Ensuite, il y a C-Logistique. C-Logistique, c'est un service de logistique. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que pour Amazon Logistique et pour Cdiscount Logistique, vous n'êtes pas obligé de vendre sur la marketplace pour pouvoir bénéficier de leur service de logistique. Vous pouvez très bien utiliser, on a des clients qui utilisent Amazon en tant que prestataire logistique, c'est tout. Okay, et Cdiscount en tant que prestataire logistique, c'est tout. On n'est pas obligé de vendre sur la marketplace. L'avantage, c'est que vous pouvez proposer à vos clients le premium. Le service premium à Amazon ou le service qui s'appelle sur Cdiscount à volonté, Cdiscount à volonté. Ouais, c'est à volonté, non? Oui, Cdiscount à volonté, voilà. Donc, par exemple, imaginons qu'il y a un client qui commande sur votre site cet après-midi à 15 h. Il peut avoir une livraison de matin avant 11 h en bénéficiant de la logistique rapide des deux prestataires. Voilà. Et ensuite, on voit ici qu'il a une plateforme cross-docking. Donc, c'est un prestataire logisticien qui va gérer ce qu'on a vu tout à l'heure pour recevoir des palettes et envoyer et stocker. Parce qu'il peut aussi également recevoir une palette, la stocker ici de façon transitoire et l'envoyer chez Amazon Logistique ou Cdiscount. Pourquoi? Parce que l'objectif d'Amazon et Cdiscount, ça permet de faire du volume. Mais leur but, c'est pas de stocker, parce qu'ils vont vous facturer des frais de stockage au mètre carré, ici et ici. Mais lui aussi. Et eux aussi, oui, éventuellement. Donc, par exemple, on va dire qu'ici, on a 18 € de stockage au mètre carré par mois. Et là, peut-être qu'on est à 10. C'est pas pareil, parce que là, les produits, on peut faire du prélèvement rapidement. Donc, le but, c'est d'envoyer que les produits qui se vendent. Donc, il faut un algorithme derrière qui calcule les besoins d'approvisionnement des différents stocks. C'est là où on arrive dans la partie API Magento. Alors, évidemment, c'est Magento. Stock ERP logique. Donc là, on va voir le dépôt principal de la société, donc c'est leur dépôt. On va voir le stock entrant, le stock SAV. Des mouvements de stock manuels, ça veut dire que quand il y a des produits qui arrivent, qui ont été fabriqués dans un camion, à un moment donné, ils vont être envoyés chez Amazon ou Cdiscount ou dans la plateforme de cross-docking. Ça veut dire que ces stocks sont dans un camion, ils sont donc virtuellement, ils sont plus en stock, ils sont en cours de déplacement et ils vont arriver directement dans les différents stocks. Et quand ça va rentrer dans le stock Amazon ou Cdiscount, ça va envoyer les informations à l'ERP qui va répartir les différents produits et les différentes commandes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, mon fournisseur, il peut me livrer dans mon dépôt et mon fournisseur peut également livrer ma plateforme de cross-docking. Donc là, ça permet d'avoir différentes activités dans différents pays. Du dropshipping, du cross-docking, de l'expédition. S'il y a une vente sur Amazon France, par exemple, vendue sur Amazon, expédiée par Amazon, c'est Amazon qui va faire un retour. S'il y a une vente en France, mais que le produit n'est pas en stock, mais que Magento dit qu'il est en stock, et par exemple, donc il n'y a pas de stock en France, ben Amazon va expédier automatiquement le produit qui est en stock en Italie au client français. Ça, c'est super pratique. Par contre, si le client se rétracte en France, le produit, est-ce qu'il va repartir en Italie? Non. En fait, le produit va repartir en France. Ça veut dire qu'une vente française où il n'y a pas de stock en France sur un Amazon, vous allez avoir le produit qui va partir directement depuis l'Italie et qui va aller directement chez le client. Et s'il y a un retour, ça se fera dans le pays du client. Donc, il y a des mouvements de stock. C'est pour ça qu'il faut que la partie logique ERP soit synchronisée en temps réel avec le stock. Pareil pour Cdiscount, on va avoir différentes informations qui vont rentrer-sortir. Et le but, c'est d'envoyer le produit au moins cher. D'accord? C'est ça qui est important. Il faut que le système y calcule. Si vous avez du stock ici, du produit A, et du stock ici de ce produit A, et du stock ici, là ça vous coûte 2 €, là ça coûte 1,50 €, là ça coûte 1,20 €, vous allez envoyer d'ici. Si demain maintenant les prix changent ici, il faut que le système, lui, donc Magento qui va prendre la décision, puisqu'il va prendre la décision quand il a la main, ça veut dire que si c'est une vente Amazon expédiée par Amazon avec du stock, c'est Amazon qui envoie, là on fait rien, on ne peut pas choisir. Par contre, si c'est une vente sur la Fnac, sur eBay, sur Price Minister, sur d'autres sites, ben là, Magento, la commande va arriver et en fonction du stock et des prix et du coût, il va choisir d'envoyer depuis un dépôt Amazon, depuis un dépôt logistique, même depuis l'étranger. Donc ça, c'est le système qui va gérer. Ça permet d'automatiser la logistique en mode multi-dépôt à l'international. Oui. Alors par contre, juste une précision, on parle de Magento depuis tout à l'heure. Nous, c'est parce qu'on utilise Magento, mais bien sûr, après, ça peut éventuellement
s'adapter sur d'autres systèmes. Tout à fait. Sachant que Magento, à la base, n'est pas multi-dépôt. Nous, on rajoute des fonctionnalités, donc c'est différents modules et différentes fonctionnalités qu'on va programmer et qu'on va mettre en place pour nos différents clients. On appelle ça les développements spécifiques. Ouais. C'est vrai que nous, aujourd'hui, on a une grosse brique ERP, puisque c'est super important dans la logistique, mais vous pouvez également le faire avec PrestaShop. Alors, Magento va beaucoup plus loin que PrestaShop, il y a beaucoup plus de fonctions. Par contre, c'est beaucoup plus compliqué, c'est beaucoup plus cher. Donc, il faut arriver à trouver la solution qui vous corresponde. Il y a d'autres solutions en mode SAS, on ne va pas les citer. La dernière fois, je l'avais cité, on ne va pas citer. C'est des sites que vous louez. Par exemple, on peut louer un site internet, mais là, dans ces cas-là, vous allez être limité aux fonctions que vous propose la solution. Donc, si vous n'y a pas la logistique multi-dépôt, vous ne l'aurez pas. Vous pouvez la demander, ils peuvent peut-être la développer pour vous, mais vous êtes enfermé dans un système. Donc, il n'y a pas de bon ou de mauvaise solution, de bonne ou de mauvaise plateforme. Il faut choisir la plateforme qui vous correspond. En l'occurrence, pour l'international, il faut avoir un petit peu de grain à moudre, on va dire. Oui. Voilà. Ça, c'est pire. Donc ça, c'est un exemple concret d'un client. Donc on a pris un Irlandais, c'est un Viking lui. Okay. Donc il commande un produit en magasin. Donc ce client, il est content et il vient dans le magasin. En l'occurrence, c'est un client à nous qui vend des articles de pêche. Donc il vient dans le magasin et puis il arrive au magasin, il voit différents produits, différents modèles et le modèle qui lui plaît n'est pas en stock. Okay. Le vendeur, qu'est-ce qu'il fait? Il voit tout de suite que bon, ben là, il y a du stock sur Internet, c'est-à-dire qu'il y a le dépôt Internet qui n'est pas forcément avec le magasin et qui peut l'avoir avec la commande fournisseur demain ou après-demain. Donc, le client, il vient dans le magasin, il passe sa commande de 10 produits. Donc, le client, il passe ses 10 produits en magasin, donc il passe sa commande, il rentre chez lui. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Là, on voit qu'il y a le produit A, stock 0. Donc là, on a un problème de stock. Là, du coup, ça va déclencher un besoin d'approvisionnement. Un besoin d'approvisionnement, c'est le besoin d'acheter le produit. Et le système, donc il y a un algorithme routeur stock donc, qui va calculer, on voit qu'on a besoin de 10 pièces du produit A. Mais le système, il voit que dans le stock du Internet, qui est au bagne, on voit qu'il a 6 produits en stock. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Les 6 produits qui sont en stock, il va les réserver, de telle façon à ce qu'il n'y ait pas de vente en ligne. On est d'accord? Donc ça veut dire que tout de suite, le produit passe en non disponible sur le site. Il reste actif, hein, mais on ne peut pas le commander tout de suite. Du coup, comme on a 6 produits qui sont réservés, il nous manque 4 pièces. Le système, il va passer une commande automatiquement au fournisseur. Alors là, c'est là où c'est avantageux, c'est que quand on met des routeurs avec des algorithmes de stock avancés, on peut passer des commandes fournisseurs automatiques. Et si vous avez plusieurs fournisseurs, on peut calculer en fonction des franco de port et des différents frais de livraison et compagnie, quel est le fournisseur qui sera le plus intéressant. Le but, c'est vraiment d'aller chercher quelques centimes. Mais quelques centimes ou quelques dizaines de centimes multipliés par 100 commandes par jour, l'air de rien, ça fait 10 €, ça fait 3 600 € à l'année sur un produit. Donc 3 600 € à l'année sur un produit, c'est quand même très intéressant. 3 600 €, c'est 3 600 € de gagner. Donc c'est super intéressant. Donc voilà. Et du coup, il va y avoir une commande fournisseur qui va être passée. Donc il va y avoir une attente réception, ça veut dire qu'ils vont attendre la réception. Le produit va rentrer ensuite dans le stock Internet, en l'occurrence, qui lui va alimenter le magasin. Alors comment ça marche? Derrière, il y a une espèce de grille avec une vision des stocks et on pourra voir en temps réel, donc dans le back-office, les stocks magasins, les stocks entrepôts. À un moment donné, le produit, on le voit en rouge, il part dans le dépôt magasin, donc il y a un mouvement de stock. Donc là, ça passe par un dépôt de transition. Grosso modo, le produit, quand ils sont là, les 10, ils sont réservés les 10, ils passent dans la transition et dès que ça alimente le dépôt en magasin, ça envoie un SML, ça envoie un SMS, un SML. Le SML, c'est le mix entre l'email et le SMS. Donc ça envoie un SMS ou un email de confirmation, pas de courrier papier, hein, Non. voilà, au client qui l'invite à venir chercher son produit directement ou alors à lui expédier. Parce qu'on aurait très bien pu, quand il est en magasin, il va t'acheter 10 produits à 100 €, ça fait 1000 €. Ben on pourrait lui dire, pas de problème monsieur, je vous livre demain avant 16 h ou avant midi. Parce que si du coup, il vient commander le produit à 10 h du matin et qu'on voit qu'on a du stock dans le dépôt Amazon du slide d'avant, on lui fait un premium derrière et automatiquement, le client, il reçoit demain matin son produit. Vous imaginez, vous allez dans le magasin, vous commandez, demain matin, vous êtes livré? C'est la folie. C'est ça qu'il faut faire. Slide suivant. Donc, comme on en a parlé jusqu'à maintenant, il y a en termes de logistique, vous pouvez faire appel justement à Cdiscount et Amazon. Oui. Je précise qu'on ne vend pas Cdiscount ou Amazon. On vous présente ce qui existe. Ce slide, ces informations ont quelques mois, donc ce n'est pas forcément d'actualité. Le but, c'est de vous présenter les bonnes solutions. Bon, évidemment, on connaît bien Cdiscount, Amazon. On va régulièrement au restaurant avec eux, ça se voit. J'ai pris 20 kilos depuis que je me suis ami avec Amazon et Cdiscount. Il n'y a pas que. Mais du coup, voilà, en effet, il y a ces solutions-là qui existent. En tout cas, dans le cadre de l'internationalisation, c'est important d'en parler parce qu'il y a donc ces logistiques qui est présent sur le marché et qui propose justement une solution pour vous aider à justement gérer ce stock que vous pourriez avoir. Oui. Oui, c'est ça.
Ah d'accord, je pensais que tu avais parlé. Donc ils ont un gros volume de commandes, ils envoient plus de 150 000 ou 200 000 colis par jour, ils ont aujourd'hui plus de 1000 personnes qui l'utilisent, ils ont des prix différents pour des petits produits, des volumineux, des lourds. Il y a plusieurs avantages, donc on peut sélectionner les produits qu'on peut livrer, ils réceptionnent les marchandises dans leur dépôt de 220 000 m², ils sont à Cestas, les dépôts, on a eu la chance de visiter les dépôts de Cdiscount, c'est énorme. C'est assez impressionnant. Ouais. C'est impressionnant, on a des photos, des vidéos, je ne sais pas si on peut les publier, on leur demandera à l'occasion, mais c'est vraiment énorme, hein. Il y a des machines automatisées, je ne dirais pas parce qu'on n'a pas le droit de le dire, mais c'est la folie. Ils traitent les commandes de tous les sites, donc ça veut dire que ce n'est pas forcément les ventes Cdiscount. Ils préparent les produits, emballage, ils peuvent également gérer le service client, la relation, le client qui appelle, il dit j'ai pas reçu mon produit, donc ça vous enlève de la charge de travail, tout ça dans le coût qui est unique. Voilà, donc après, à vous de voir si ça peut vous intéresser et de prendre contact directement avec eux. Sachant que vous, en tant que vendeur, vous avez quand même des avantages comme ils sont exposés par Cdiscount, c'est d'améliorer votre rentabilité et vos ventes, d'augmenter les visibilités de vos offres, donc sachant que du moment où vous avez votre stock chez C-Logistique, dans le système en tout cas C-Logistique, vous avez une mise en avant automatique qui est faite sur la page d'accueil, sur les facettes, sur les best-offers, bon bref, ils savent mettre en avant là où ils gagnent le plus, hein, évidemment. Ensuite, le paiement à J+1, donc ça, c'est-à-dire que du moment où on fait de la marketplace, on est payé très rapidement. On est payé très rapidement. Des fois, ça peut poser problème justement pour se lancer ou pas. Bénéficier de l'expertise d'une équipe dédiée. Donc là, on a quelqu'un qui vous est dédié carrément selon votre univers sur la marketplace. Qui vous aide à vendre, qui vous aide à la logistique, qui vous aide à stocker. Il peut vous donner des conseils en disant voilà, par exemple, ce produit, tu le vends bien, mais il n'est pas stocké chez Logistique. Mets-le chez C-Logistique, il va avoir un argument de vente supplémentaire. Et du coup, vous allez mettre ce produit en stock chez C-Logistique que vous n'avez pas avant pour en vendre encore plus. Donc ça, c'est super intéressant. Exactement. Ensuite, vous allez gagner du temps, même au niveau de la gestion de la relation client et des retours. Vous allez bien sûr partir en vacances sans trop vous soucier justement de cette partie-là, gestion de stock et relations clients. Et vous allez améliorer les avis clients également parce qu'ils sont très exigeants et en plus qu'ils font quand même très bien leur travail. Les avantages pour vos clients en tout cas, c'est d'avoir tous les modes de livraison de Cdiscount à disposition. Ça veut dire que si vous ne travaillez pas avec Mondial Relais par exemple, si le produit est en stock chez Cdiscount, vous pourrez bénéficier du Mondial Relais ou les points relais Casino aussi. Exactement. Les points relais Casino, il y en a des milliers en France, donc c'est super intéressant. Tu fais tes courses, tu achètes tes couches Pampers, tu achètes tes légumes et tu récupères ton colis. C'est ça. La présence de vos produits dans la facette expédiée par Cdiscount. Les produits éligibles à Cdiscount à volonté, donc c'est la version Cdiscount de Amazon Premium, donc qui permet d'avoir de manière illimitée via un abonnement la livraison gratuite. Ensuite, la réassurance, donc la mention expédiée par Cdiscount qui peut justement donner confiance aux acheteurs et justement acheter plus facilement. Les opérations spéciales, gratuité, Noël, la disponibilité sur 100% des supports, donc PC, mobile, tablette, voilà. Donc ça, c'est le C-Logistique et c'est les avantages qui ont été mis en avant par Cdiscount au niveau des vendeurs et au niveau des clients. C'est ça. Donc combien ça coûte ? Alors ça, c'est important de le dire. Alors la grille de prix est à prendre avec précaution puisqu'elle a 10 ans, quelques temps. Voilà, donc grosso modo, la prestation logistique, on va avoir la prestation logistique au sens propre du terme. Donc dans la prestation logistique, on voit qu'on a un prix au colis. Donc la réception, la préparation, l'emballage, la livraison, la relation client et la visibilité, tout est compris. D'accord ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si je prends un produit qui fait entre 0 et 250 grammes, je vais payer 2,55 € quand c'est une commande Cdiscount. Donc on voit que là, il y a un réel dumping pour mettre en place les produits en stock chez Discount et les vendre sur Cdiscount. Donc c'est super intéressant. Okay. Et si c'est une commande externe, par exemple si c'est une commande de Fnac ou une commande Boulanger, une commande La Redoute, une commande Partout, une commande Sarenza, enfin, il y en a des millions de marketplaces. Je crois qu'il y en a 400 ou 500 aujourd'hui en France. Enfin, ça va très très vite, on a du mal à suivre. Donc si c'est une vente externe, commande externe, vous allez payer 4,55 €. 4,55 €, c'est pas donné, mais l'air de rien, il y a le carton, il y a le scotch, il y a l'humain, il y a toutes les informations, il y a la relation client, il y a l'emballage, la réception, la préparation, donc tout est compris. Ça vous coûte 4,55 € le produit. 4,75 € de 250 grammes à 500 grammes. Et ensuite comme ça. Ensuite, on a du stockage. On a 3 types de stockage. L'express, le standard, le sensible, le risque et l'obsolète. Le standard en mètres cubes par mois, ça coûte combien ? Pour moins de 2 semaines, ça coûte rien, c'est gratuit. Ça veut dire que si c'est un produit que vous vendez beaucoup, vous allez livrer toutes les semaines, et ça va vous permettre de ne pas stocker. Par exemple, si vous vendez 1000 pièces par mois du produit A,
D'accord? Ce produit, j'en vends 1000 pièces par mois. Je ne vais pas en envoyer 1000 parce que ça va me coûter des frais logistiques au mètre carré. Toutes les semaines, je vais envoyer 250 pièces ou 300 pièces avec un peu d'avance. L'avantage, c'est que je ne vais jamais payer. C'est ça qui est sympathique parce que le but, ce n'est pas d'encombrer les dépôts. Ces discounts ne veulent pas que vous encombriez vos dépôts avec vos produits que vous ne vendez pas. Il faut que vous soyez intelligent. C'est pour ça que les slides qu'on a vus avant étaient intéressants. Parce qu'en fait, quand on a des routeurs et des algorithmes de calcul de stock, c'est le système, donc c'est Magento qui va décider. Il te dit, OK, envoie-en 100 chez Cdiscount cette semaine parce que tu en vends bien. Ou envoie-en 100 cette semaine parce que l'année dernière, à partir de cette saison, c'était l'été, tu en as bien vendu. Donc c'est super important. Merci de regarder la caméra, ça me permet de voir qu'il faut que je la regarde. Mais je te parle à toi. Mais oui, c'est la caméra. Il faudrait mettre un masque sur la caméra, tu vois, ou un truc qui m'attire, un sushi, tu vois. Voilà. En standard, donc ça coûte 2 semaines, ça coûte 10 €. Les produits sensibles, donc là, ça va coûter 30 €. Les produits à risque pour 6 mois, x 12 mois, 90 €. Et les produits obsolètes, ça veut dire que quand vous avez des produits qui sont en stock de plus d'un an, ça vous coûte 180 € le mètre carré par an. Donc autant mètre vous dire... cube. Hein? Mètre cube. Mètre cube, pardon. J'ai dit quoi? Mètre carré? Carré. Oui, mètre cube. Donc ça va vous coûter très cher. 180 € le mètre cube de serviettes hygiéniques, ça coûte cher. N'est-ce pas? Oui. Ça fait beaucoup de serviettes hygiéniques. Les coûts annexes, donc les surcoûts hors gabarit, si c'est un produit de moins de 1,50 m à 2 m, c'est plus 2 €. Alors évitez d'envoyer des produits qui se cassent. Par exemple, les néons. Hein. Les néons, ça fait 2 mètres, mais ça tombe et c'est cassé. Donc, il faudrait avoir beaucoup de retours. Ou les liquides de fumée. On a un client qui vend tout ce qui est sonorisation, éclairage. Les liquides pour les machines à fumer, c'est des bidons de 5 litres. Le truc qui tombe, le petit bouchon, il s'en va, il y a tout qui se vide. Et le transporteur, il ne veut même pas le prendre. La poste, ils ne veulent pas. Donc, ça arrive qu'une fois et après, vous êtes embêté. Donc, évitez. Et les surcoûts pour la Corse, évidemment. La Corse, c'est pas la France, c'est notre pays. Donc, et on bénéficie des points relais de Cdiscount 19 000 à l'époque, livraison à domicile et livraison express. Donc, c'est super intéressant. On va continuer, du coup, on va faire pareil sur Amazon, du coup, pour pas qu'il y ait de différence. Donc là, on va prendre un autre exemple. Donc là, on va prendre un exemple concret avec Amazon. Donc c'est le même principe, stockage, machin, emballage, préparation. Donc là, on va prendre un t-shirt. Okay, c'est un t-shirt, donc vous retrouvez sur Amazon les différents prix. Un t-shirt, d'accord, qui fait 170 grammes, qui va partir avec une grande enveloppe non média. Okay, donc là, si c'est une vente, d'accord, qu'on va faire, commander sur Amazon, expédier depuis un stand d'expédition en France, ça va vous coûter 2,43 €. Alors attention, si on regarde le slide avant, on voit qu'on était à 2,55 €. Donc les prix changent sans arrêt. Donc nos slides, ils ne sont pas forcément d'actualité, mais ça change sans arrêt. Donc là, on va être à 2,43 €, d'accord? On a des frais de stockage et on a des frais de traitement par unité. C'était Cdiscount tout à l'heure. Cdiscount, oui. Et là, c'est Amazon. Oui, c'est Amazon, mais pour dire qu'on est à quelques centimes près, on est presque pareil. Mais au moment où je te parle, je crois que c'est Cdiscount qui est moins cher qu'Amazon. C'est en fonction d'eux. Sachant que Cdiscount, il veut conquérir le marché et qui fait un gros dumping. Donc en ce moment, Cdiscount, c'est super intéressant. Je ne critique pas Amazon. Pourquoi? Parce que tous ces conseillers qu'on a, toutes ces personnes dédiées qui vont vous aider, elles sont disponibles pour vous aujourd'hui. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire qu'il y a 1000 vendeurs qui utilisent la logistique Cdiscount aujourd'hui. Eh ben, vous avez plus de possibilités de discuter. C'est plus difficile de discuter avec Amazon, il y a beaucoup plus de vendeurs. Je crois qu'il y a plus de 10 000 vendeurs sur la marketplace Cdiscount aujourd'hui, voire 12 000. C'est ce qu'on nous a dit au salon Seller Days, First Day l'année dernière. À la base, la marketplace Cdiscount était faite pour accueillir 1000 vendeurs. Donc, ils sont en train de faire une refonte totale du système. Il y a également, bon bref, il y a beaucoup de changements chez Cdiscount. Emmanuel Grenier, qui est le PDG, a fait beaucoup de modifications sur Cdiscount. On n'a plus le marketing agressif avec les personnages BDC, bande dessinée qu'on avait avant, avec des haches, tous les slogans, massacre, c'est fini. Maintenant, c'est beaucoup plus sobre, c'est plus la famille, le loisir, le produit de qualité. Donc, ils changent un peu leur stratégie et c'est pas mal. Ils sont plus dans le cartoon, on va dire. Voilà. Donc là, on a le produit également, commandé sur Amazon IT, DE, expédié depuis un centre en France. Et là, c'est commandé sur d'autres pays. Donc, on a différents prix en fonction d'eux. Donc là, on va prendre notre exemple. Par exemple, un appareil photo numérique. L'appareil photo numérique qui fait 880 grammes avec 10% d'emballage, parce que 10%, c'est l'emballage supplémentaire qu'on va rajouter sur le produit. Et là, on va voir qu'on est à 5,90 € en frais d'expédier par Amazon. Donc, grosso modo, on a 1,80 € de frais de préparation d'emballage, on a 4 € de frais d'expédition avec le poids, et on a 10 centimes de frais de stockage par mois au mètre cube. Donc, attention, ça coûte 10 centimes, ce produit coûte 10 centimes à stocker par mois. Si vous avez 5 mois de stock, c'est 50 centimes. Mais là, c'est parce que c'est un article vendu ailleurs. C'est un article vendu ailleurs. Donc, du coup, les coûts sont un peu plus élevés. Tout à fait, les coûts sont plus élevés. Merci de me le dire. Ok, donc on a vu la configuration générale de votre site, donc avec la stratégie de domaine, le multiboutique, la logistique, en effet, enfin les logistiques, du coup, parce qu'il y en a. Maintenant, on va voir toujours dans la partie état des lieux de votre site les aspects techniques. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par aspect technique? On parle dans un premier temps du site en responsive design, des pages AMP, des données structurées et de la rapidité de réponse. Donc, on va voir ça plus en détail.
Donc, les sites en responsive design. Bon, je pense que vous savez déjà de quoi on parle ici. C'est pas nouveau. Les mobiles, ça commence à être l'euphorie des mobiles. Et du coup, on sait que la navigation n'est pas la même pour les utilisateurs, qu'ils soient sur un PC ou qu'ils soient sur une version, donc soit tablette, soit smartphone. Donc le responsive, c'est quand même bien de le dire pour ceux qui tombent sur la vidéo par hasard, ça veut dire que c'est le site qui s'adapte à la taille de l'écran. Exactement. Voilà, ça redimensionne les blocs, ça s'adapte à la taille du média. C'est ça. Donc, du coup, là, on a pris l'exemple d'un client à nous, où on a une version de fiche produit sous forme PC, donc avec un menu qui est bien distinct, avec voilà, des emplacements qui sont bien ergonomiques, un ajouté au panier qui est bien visible. Voilà, là, on a une fiche produit type sur le PC, et on va avoir une version mobile qui va s'être adaptée, donc où le menu avec les catégories va être dans le petit toggle, ce qu'on appelle le toggle ici. Le hamburger, des fois on dit. Oui, mais ça c'est pour Guillaume. Ensuite, on va avoir toujours cette barre de recherche qui va être plus dominante. On va avoir la mise au panier, toujours voilà, un petit header, hein, le haut du site plus épuré, mais qui va reprendre les éléments vraiment essentiels comparé à la version PC où on a plus de choses à mettre. La photo produit où on va pouvoir slider. Et puis encore tous ces éléments avec une disposition différente, mais qui s'adaptent en effet à l'utilisateur mobile et l'utilisateur là de smartphone, en l'occurrence, avec toujours le bouton ajouter au panier. Donc ça, si ce n'est pas déjà fait sur votre site, si vous n'avez pas une version qui s'adapte en fonction de la taille de l'écran, c'est extrêmement urgent de le faire. Alors, Vraiment. ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans la conception de site aujourd'hui, quand on fait des réunions de direction artistique et qu'on fait l'ergonomie du site, on fait en priorité la version mobile et la version tablette. Ouais. Aujourd'hui, la présence des téléphones, alors ça dépend ce qu'on vend comme type de produit, mais aujourd'hui, la version mobile, la version tablette, c'est vraiment des éléments à prendre en compte dès le début. Avant, on faisait l'inverse, on faisait d'abord la version desktop et après on déclinait. Maintenant, on fait la version mobile, on met les éléments essentiels, ça veut dire qu'on ne met pas forcément tout, et ensuite on choisit les versions tablettes plus grandes, en mode horizontal ou vertical, et la version PC. Donc la façon de créer les sites a changé grâce à ces nouveaux supports qui attirent beaucoup plus d'attention. Exactement. Donc, est-ce que votre site est en responsive design? Est-ce qu'il est aux normes du responsive design? Voilà, ça, c'est une question à vous poser pour faire l'état des lieux. Là, on va parler du site en responsive design. C'est moi, c'est ça, oui. C'est-à-dire c'est à moi de parler. Okay. Donc là, on a un site internet. Alors, il y a un outil qui s'appelle Search Console Mobility Friendly. Donc, c'est un outil de Google. Donc, vous allez sur Google, vous tapez Search Console Mobility Friendly ou test mobilité. Test d'optimisation mobile. Voilà, test d'optimisation mobile, ouais, c'est le mot. C'est vrai qu'entre l'anglais et le français, c'est pas forcément pareil. Et là, vous allez coller l'URL de votre site. Vous allez appuyer sur OK. Vous allez attendre 30 secondes. Et Google va vous afficher votre site et vous dire OK, c'est bien ou c'est pas bien. Donc Google aujourd'hui vous fournit des outils qui vous permettent de savoir si votre site est bien fait ou mal fait pour le moteur de recherche. Quoi de mieux? Ah oui, parce que surtout qu'ils sont gratuits et qu'ils vous permettent réellement d'en savoir plus sur votre site et justement de l'optimiser au maximum. Donc là... Revenons. Là par exemple, c'est des exemples. Là, on voit par exemple qu'on a des éléments cliquables trop rapprochés. Ça veut dire qu'il y a des éléments trop près dans la page et ça va être compliqué avec le doigt de cliquer au bon endroit. On le voit clairement. Bon, là, il est vraiment gros le téléphone, hein. Mais imaginons qu'on clique, les éléments sont trop rapprochés. Il y a un contenu plus large que l'écran. Ça veut dire qu'il y a des éléments visuels, peut-être que c'est l'image de derrière, qui sort. Du coup, on n'arrive pas à la centrer et donc vous avez une liste complète de choses qui va sortir. Voilà, donc ça vous permet vraiment de vous aiguiller et de vous dire qu'est-ce que vous devez faire pour arriver à avoir un site en responsive design. Alors, ce qui est vraiment important aujourd'hui dans le responsive design, ça veut dire que c'est le site qui s'adapte au mobile. Aujourd'hui, quand vous avez votre site internet, il faut qu'il soit accessible sur tous les supports. Imaginez vous rentrez dans un supermarché, d'accord, et que vous voulez accéder à un rayon et que vous arrivez et qu'il y a un trou. Ou qu'au bout du rayon, il y a un rayon qui bloque. Donc c'est le même principe en fait. Ça veut dire qu'il y a des normes de programmation. C'est comme quand on fait une maison. On fait les fondations en premier, on ne fait pas les fondations en dernier. La fenêtre, on la met au mur. Si on met une fenêtre au plafond, oui, il y a une fenêtre, mais elle est au plafond. C'est un Velux. Oui, c'est quel intérêt? Oui, c'est un Velux. Est-ce que tu peux sortir par un Velux? Alors oui, si tu as un escabeau, tu peux sortir par un Velux, non? Oui. Ou je peux te prendre un cacavalo aussi, te pousser et toi tu peux monter. Voilà, mais c'est pas comme ça qu'on fait. C'est vrai. Mais au final, ce qu'il faut se dire, c'est que respecter toutes les normes, ça veut dire le responsive design, les pages AMP, les données structurées, le W3C, le CSS validation de W3C, donc il y a plusieurs standards du web aujourd'hui. Si on les respecte, le site il coûte très cher. Ça veut dire que faire un site comme ça, optimisé, ça a un coût. Et faire le même site pas optimisé, ça coûte 2 fois moins cher. Donc c'est important de savoir le faire. Et votre agence ou votre prestataire doit vous conseiller.
C'est pas acceptable de passer un site là-dedans et de se rendre compte que ça passe pas. C'est pas normal. Non. C'est comme si je vais faire une révision et que je pars avec la voiture, sauf qu'il a oublié de mettre un pneu. Alors oui, la voiture, elle roule. Mais il manque un pneu. Alors c'est pas grave, il suffit de rajouter un pneu. C'est quand même, c'est inquiétant. Les pages MP. Ça me plaît. Ça me plaît, c'est la folie. Accelerated Mobile Page. Ok. Il y a quelques semaines, combien de temps? 1 mois? 2 mois? 1 mois. 1 mois et demi. Google a séparé son index. Ça veut dire quoi? Google, c'est une base de données. Google, il y a des robots, des crawlers, on appelle ça les robots de Google. Donc il y a les robots de Google qui viennent sur votre site et qui vont parcourir le site. Donc ça veut dire, je te vois, mais ça va. Ça veut dire qu'ils vont naviguer dans votre site et récupérer le contenu pour indexer. Donc ils vont stocker dans leur base de données, Google, dans leur énorme serveur, tout votre site. Et il y avait une seule base de données pour les mobiles, les smartphones et les tablettes. Aujourd'hui, Google a séparé son index en 2. Ça veut dire qu'il traite les ordinateurs PC, donc les mobiles et les tablettes, d'une façon différente. Donc il y a 2 bases de données totalement différentes. Du coup, ça permet d'avoir un tri différent. Les pages AMP, Google se rend compte aujourd'hui que nos pages de sites internet sont trop lourdes. Il y a trop de JavaScript, il y a trop d'éléments de navigation, il y a trop de trucs lourds. Donc ils ont mis en place des pages AMP, c'est les pages accélérées. Donc là, vous avez l'URL pour y accéder. Vous allez, par exemple, faites l'essai, vous allez sur votre mobile, vous tapez Donald Trump, donc c'est un sujet d'actualité en ce moment un peu partout, d'accord? Et vous allez voir que les résultats qui sortent ici, et dans beaucoup d'endroits, vous aurez le petit éclair avec AMP. Ça veut dire que Google est passé et a mis la page dans son cache. Si vous cliquez sur la page, elle va apparaître à une vitesse phénoménale. Alors comment ça marche? Grosso modo, vous allez faire sur votre site un contenu dupliqué, ça veut dire c'est le même site que le vôtre en contenu dupliqué, avec des balises méta qui vont permettre de dire que c'est une page AMP pour pas que ce soit considéré comme du contenu dupliqué. Et dans cette page, vous allez lever tout ce qui est inutile, le JavaScript lourd, des gros éléments de navigation trop lourds, donc il y a des normes à respecter et une façon de programmer. On l'a fait sur notre site Market Academy, vous allez voir après les erreurs qu'on avait au début. On a passé du temps, on a mis 15 jours, 3 semaines pour le mettre en place correctement parce que c'est des bêtas tout ça. Mais je vous garantis que si vous avez tapé Donald Trump sur votre téléphone maintenant, ou n'importe quel sujet d'actualité, tout ce qui sort, c'est des pages MP. Ça veut dire que si votre site n'est pas MP, ben vous n'y êtes pas. Et ça, c'est con. Donc, c'est indispensable, mais c'est indispensable, c'est le truc le plus important. Nous, on a multiplié notre trafic quasiment par 5 en faisant ça. Mais en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nos concurrents, ils vont le faire aussi. Faites-le. Mais en fait, ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut être au courant des dernières technologies et les mettre rapidement. Il ne faut pas s'endormir. Un site, c'est comme une maison, ou c'est comme une femme, il faut l'entretenir. C'est sexy ce que j'ai dit là. Je vais me faire massacrer. Non, c'est fait exprès. Vous voyez, par exemple, moi, il faut m'entretenir. Ça veut dire si je ne mange pas mon sanglier tous les soirs, je risque de perdre du poids. Du coup, j'aurai plus le même aspect et je serai plus comme je suis aujourd'hui. D'ailleurs, bientôt, je pense maigrir. Voilà. Donc, les pages accélérées, c'est super important. On les a, c'est super à la mode. C'est indispensable, c'est à faire. Ça ne s'est pas donné puisque la technologie est récente, elle n'est pas encore définitive et Google s'en sert à foison. Donc, il faut créer des pages conformes aux pages AMP. Il faut héberger vos pages AMP sur une URL donc liée à votre site principal. Il faut améliorer la visibilité. Donc, ça permet d'améliorer la visibilité. Il va falloir valider. Donc, il y a des outils de validation qui permettent de voir et les données structurées. Là, on arrive maintenant sur, encore une fois, les pages AMP. Donc, on voit qu'on va avoir un code qui va être écrit d'une certaine façon, avec du contenu, des données structurées au milieu. Là, on a l'URL pour tester votre page. Et quand vous mettez votre page, on voit par exemple qu'on a mis Classical Black, qui vendent des produits pour rugbyman. On voit par exemple que leur page n'est pas AMP valide. Si vous allez sur notre site Market Academy avec votre téléphone, vous verrez, tapez agence e-commerce Magento Marseille ou Aix-en-Provence, que vous voulez. Vous verrez que si vous nous trouvez, vous verrez que tout notre site est en page AMP. Ça veut dire qu'il y a d'autres pages navigation. Mais ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire que dans les pages AMP, il faut réfléchir au contenu. Quand on met une bannière sur notre site internet, il faut aussi la placer dans la page AMP quelque part. Il faut qu'elle soit visible. Donc c'est super important. Là, clairement, on a essayé de faire les pages AMP. Et en faisant les pages AMP, on s'est rendu compte qu'on avait des soucis. Donc ça, c'est nos erreurs, vous voyez. Et ensuite, on a corrigé. Donc là, on était en novembre. On voit qu'on est parti jusqu'en janvier. Donc pendant 1 mois et demi, on a fait différents essais, sachant que notre site principal est fait sur WordPress et qu'il y a un plugin WordPress pour les pages AMP qui vous permet d'avoir les articles et les pages qui sortent directement en page AMP. C'est super pratique. Par contre, si vous avez des custom post types, donc des types de pages personnalisées, comme on a nous, c'est là qu'il va falloir développer les fonctionnalités pour que les pages AMP sortent. C'est ce qu'on a fait, ça nous a pris 1 mois et demi. Enfin, on n'a pas fait que ça, mais on l'a fait doucement, mais sûrement. Et on voit qu'on a le nombre de pages qui a été indexé de façon phénoménale en 10 jours. Google, il s'est fait plaisir, quoi. Et là, aujourd'hui, c'est beaucoup plus que ça. Donc ça, vous pouvez le voir dans la Search Console de Google. Donc c'est également un outil que vous devez déjà connaître parce qu'il vous permet de gérer beaucoup. Google Webmaster Tools. Oui. L'ancien nom. L'ancien, voilà. Mais du coup, voilà, c'est juste pour vous situer que ce genre de données, vous pouvez les avoir dans votre Google Search Console. Ah, les données structurées. C'est moi? C'est toi. Ok, c'est moi qui parle, quoi. Ouais, là, ouais. Okay. Donc les données structurées, c'est quoi?
Les données structurées, pareil, vous avez un outil qui permet de voir les données structurées. Aujourd'hui, on a plusieurs façons de programmer les sites internet, d'accord, le code. Et en fait, Google, quand il vient sur votre site, il fait un effort de compréhension. Ça veut dire que Google, je vais passer à la page d'après, le slide, voilà, il va parcourir votre code ici, d'accord, et il va identifier le contenu. Donc, il va essayer de chercher la description, il va essayer de chercher la photo du produit. Il va essayer de chercher les informations dans le code. Les données structurées, ça veut dire qu'on va structurer les données en fonction d'une norme, plus ou moins, qui s'appelle schéma.org. Schéma.org, ça va être une façon de nommer les données. Par exemple, ici, on voit qu'on a des balises méta, on voit réel égal. Donc, vous voyez, tout ce qui est réel égal, ici, là, ce sont des données structurées. Donc, quand on met la page dans l'outil, Market Academy, on voit qu'on a bien un site, on voit le type, on a le point d'entrée, donc on a les différents éléments. Ça veut dire que quand Google va passer dans notre site, il va trouver des données qu'il va pouvoir lire facilement. Lire facilement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le moteur de recherche en favorise son passage, donc déjà c'est agréable pour lui, et du coup il consomme moins de ressources. Il ne faut pas oublier que Google est là pour donner une réponse pertinente, mais il consomme énormément d'énergie, d'électricité. S'il consomme moins de ressources pour prendre nos pages, d'accord, mais forcément, on va avoir un impact environnemental plus bas. Et ça, Google, il aime bien. Okay, donc les sites respectent les normes pour aller plus vite. Donc là, clairement, on dit à Google, viens chez nous, voilà le plan, voilà comment naviguer, voilà nos données, elles sont toutes structurées pareil. Par exemple, le prix, le champ price. Le champ price, ça va être réel égale price, et le price, il va être écrit 12,99 pour 12,99 €. Si vous avez marqué 12,99 espace euro, ben, c'est pas bon, vous allez avoir une erreur. Pareil, pour le price, on va marquer price currency égale EUR. Là, ça va être le code ISO qui correspond. Donc ça veut dire que dans votre thème graphique, il va falloir rajouter des informations dans le code pour pouvoir favoriser le passage de données structurées. Ça, pareil, en référencement naturel, c'est monstrueux. Ça réduit même le coût des AdWords. Pourquoi? Parce que comme mon site il est bien fait, moi je pourrais être premier sur un AdWords en payant moins cher que mon concurrent parce que mon site est rapide, qui a données structurées, des pages MP. Donc tout ça, ça joue. C'est super important. Ce qui joue également dans le référencement naturel, c'est la rapidité de vos pages et du chargement de vos pages. Donc là, encore une fois, on a un outil de Google qui nous permet réellement de savoir où en est votre site sur la rapidité. Est-ce qu'il est assez rapide? Est-ce qu'il est trop lent? Qu'est-ce qui bloque? Et sachant que voilà, vraiment la rapidité d'un site, maintenant que les utilisateurs sont de plus en plus exigeants, et vous devez peut-être en faire partie, mais on ne veut plus attendre. Et on sait que si jamais la réponse n'arrive pas rapidement, on peut trouver la réponse ailleurs. Donc on n'hésite pas à Amazon a sortir. fait des études. Si on rajoute un dixième de seconde sur le temps d'affichage des pages d'Amazon, il pourrait perdre des millions d'euros. Vous imaginez un dixième de seconde? Donc c'est super important. Votre site doit apparaître en moins d'une demi-seconde. Ouais. Maximum, hein. Après, le top, c'est pas ça. Mais le top, c'est... C'est déjà très bien. Déjà très bien. Mais voilà, donc en tout cas... toujours, vu qu'on est dans toujours cette partie d'état des lieux de votre site, il faut voir où en est votre rapidité. Donc là, vous avez ce PageSpeed Insight qui vous permet de mettre votre URL directement sur la barre de recherche. Et quand vous appuyez sur Entrée, vous avez les résultats et votre note en fait sur 100 sur par exemple en premier les mobiles. D'ailleurs, avant c'était les ordinateurs en premier et les mobiles en deuxième. Donc on voit vraiment l'importance des mobiles à l'heure actuelle. Du coup, on voit que par exemple ce site a 31 sur 100 et qui a des erreurs. Non, d'ailleurs c'est rouge. C'est pas très bon. Et du coup, donc on voit en fait les erreurs absolument à corriger. Les erreurs à corriger, c'est moins pressé, mais ce serait bien de le faire pour optimiser un maximum. Et ensuite, d'autres petits détails, qui est bien. Hein. De toute façon, si on n'a rien du tout à dire, c'est parfait. Mais autrement, il vaut mieux les éviter. Et donc, quand on appuie après sur afficher les étapes de résolution de problème, on a tout le descriptif de ce qui ne va pas. Et donc là, on a souvent les mêmes problèmes qui sont au niveau des images. Des codes JavaScript et CSS également. Donc la mise en cache, voilà, la mise en cache aussi, ça c'est un problème récurrent. Donc ça ce sont des problèmes, voilà, qui sont très fréquents et qui vous permettront en peu de temps, honnêtement, d'améliorer largement la rapidité de réponse de votre site. Donc, idem sur ordinateur, donc vous avez souvent les mêmes problèmes. Donc là, on est encore moins bien sur ordinateur. Et ce qu'il faut absolument corriger pour ce site-là, c'est les images. Donc, on vous dit, hein, on vous donne vraiment tout ce qu'il faut dire. Hein, voilà cette image, il faut vraiment la compresser, la redimensionner. On vous donne
toutes les clés en fait pour améliorer votre site, donc il faut absolument le faire. Et sachant également que la mise en place du certificat HTTPS permet aussi justement d'avoir une rapidité plus prouvée en fait, hein, que votre site est beaucoup plus rapide. Du coup, essayez de passer également au HTTPS pour améliorer la rapidité de réponse de votre site. C'est super important. Pour revenir à ce que tu dis au niveau des images, pour rentrer un peu dans la partie technique, les images sur le web, ça doit être du combien de pouces? Ah non. 72 pixels pouces. Oui. Okay. Donc la résolution d'une image pour le web, c'est 72 pixels pouces. Et quand on enregistre avec Photoshop, par exemple, ou un autre outil, c'est qualité de compression 60%. 60. Pourquoi? Parce que les images sur le web ne sont pas faites pour zoomer. D'accord. Par contre, si vous mettez une grosse image comme ça dans une petite box, et qu'après il y a une lightbox ou un cloud zoom avec la main et qu'on zoome, là c'est bien. Après, certains webmasters diront la taille de l'image, c'est 800 pixels de large de l'image. Mais ça, c'était en 1953. Okay. Aujourd'hui, on a des gros écrans. On a de la 4K, okay. On a de la 5K maintenant sur Apple. 1000 € le moniteur, quand même, ça calme. Tu peux l'acheter? Non. Ok, je ne sais pas. Donc, pas de démo 5K. Restons sur de la 4K. Voilà, donc les images en 800 $, c'est plus forcément bien. Aujourd'hui, les sites, quand on va faire un site, on va peut-être soit être en 1920, donc en full écran, on va plutôt être sur un 1200 et avec un truc qui va pouvoir s'agrandir sur les côtés et gérer. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette image PNG, elle fait 1,7 mégas, oulala, elle est lourde, ok, et elle pourrait être compressée de 96%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous allez vous connecter à ce site internet, vous allez télécharger une image de 2 mégas. C'est pas bon pour la planète. Ça consomme de la bande passante, ça consomme de l'énergie, c'est pas optimisé pour le web. Si y a un vue navigateur, ça va être lourd à afficher, donc c'est pas bon du tout. Donc vous êtes pénalisé en référencement naturel, vous êtes pénalisé avec les gens qui s'en vont, vous êtes pénalisé en AdWords, en CPC et compagnie. C'est super compliqué. Ici, on voit par exemple donc, les images. On a des problèmes de CSS et de JavaScript qui bloquent l'affichage du contenu. Exploiter la mise en cache du navigateur. Je sais pas si on le voit sur le slide d'avant. Non, là, c'est les images. Le cache, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des informations qui vont revenir. Par exemple, votre logo sur votre site internet, vous allez le mettre en cache, par exemple, pendant 1 mois. Parce que souvent, le cache, il y a tous les éléments qui sont là, il y en a beaucoup. Hein. Le cache, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je me connecte à votre site, je récupère le logo, je prends une nouvelle page dans 20 minutes. Si le cache n'a pas été défini, qu'il est sur 15 minutes, ça veut dire que toutes les 15 minutes, je vais retélécharger votre logo. Mais ça ne sert à rien de retélécharger le logo si le logo n'a pas changé. Donc Google le voit, ça, que ça n'a pas changé. C'est comme si vous passez devant une vitrine en bas de chez vous tous les jours et qu'il y a les mêmes produits en vitrine. Hein, tu passes devant un magasin de chaussures. Tu regardes les chaussures. Oui. Voilà. Moi, je passe devant un magasin de sushis, je regarde les sushis. Si demain, il y a les mêmes sushis en vitrine et tous les jours les mêmes sushis, au final, cette vitrine, je ne la regarde plus. Donc c'est super important. Alors je regarde un petit peu dans la salle à gauche, à droite, parce qu'il y a aussi des gens qui sont assis là, des gens de la famille. Il y a mon enfant qui a 1 an que je suis en train de former à PrestaShop et Magento, hein, et bientôt toi, donc du coup tu te formes en famille et tout. Voilà. Donc c'est super important. Ça, c'est Google qui vous donne un outil en disant viens mettre ton site chez moi et je te donne une note. Voilà, là c'est 26, c'est nul. On peut même dire à chier. Oh non. On peut dire à chier. Respect, respect. Non, c'est pas bien. Tu es sobre, hein. C'est pas très bien. Il y a quelques améliorations à faire. Alors, qu'est-ce qu'on s'attend? Moi, dans ma vie, j'ai fait des sites, je fais des sites depuis plus de 10 ans. Je crois que j'en ai fait plus de 180 un soir dans mon lit, je me suis mis à compter. C'est beaucoup de sites e-commerce. On a un technicien qui a fait un malaise. Donc, ça fait beaucoup de sites. Une seule fois, on a eu un site de Yossi, quelqu'un qui est notre client, qui avait une note de 92. C'est très très rare. Ça veut dire c'est vert. À 80, c'est orange. 70, 75, c'est orange. Le vert, c'est à 80, 85. Je crois que c'était 85, ça peut changer. Donc ça va être très dur. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la page d'accueil, elle peut avoir 85. La fiche produit, elle peut avoir 60. Et la page catégorie, elle peut avoir 50. Le problème, c'est qu'il faut respecter dans tous les sens. Ça veut dire que les images, la personne qui fait les fiches produits chez vous, elle doit savoir, elle doit être sensibilisée et mettre les images en 72 pixels pouces en compression 60. Pourquoi? Imaginons, je fais une belle page d'accueil et je me prends du temps, j'optimise le code, le JavaScript, je mets les pages MP, je fais tout va bien. Okay, le JavaScript, j'en mets pas trop et tout. Il y a la stagiaire qui arrive, parce que tout le monde prend des stagiaires pour gérer la communication. Les stagiaires, c'est bien, il faut les prendre, il faut les accompagner, mais il ne faut pas les laisser décider de leur stratégie. Ils peuvent décider, mais il faut les former. Tu es d'accord? Il faut pas. C'est le problème des réseaux sociaux aujourd'hui. Tout le monde se balance sur les réseaux sociaux. Alors c'est sûr, quand on publie un article intéressant sur le PNB ou le PIB d'un pays, il n'y a personne qui like. Par contre, si je mets la photo du chat comme ça qui saute, il y a 1000 likes. Donc forcément, on met des choses qui attirent des gens. Mais ça veut dire qu'on segmente et qu'on crée une population de gens qui ne sont pas forcément intéressants et pas forcément actifs derrière. Donc c'est un autre problème. Bon, je parle du sujet complètement, comme d'habitude. Ça faisait longtemps que c'était pas arrivé. Je me suis quand même bien maintenu pendant toute la... Je trouve aussi. J'ai parlé que 3 fois des sushis.
D'ailleurs, envisageons, il commence à faire nuit ce soir. Tu as prévu de rentrer tôt? Oui. D'accord, bon, on mangera ta part. Voilà. Tout ça pour dire que vous faites votre belle page d'accueil, vous avez 85. C'est un bon plan, ok? La stagiaire, elle arrive, ok? Elle n'a pas Photoshop parce que ça coûte cher, elle a GIMP, ok? Elle fait la petite image, elle l'enregistre, elle fait 45 mégas, elle la met en ligne. L'image, elle n'est pas compressée parce que vous ne lui avez pas dit. Qu'est-ce qui se passe? Vous passez de 85 avec la belle page verte à 2, c'est-à-dire on enlève carrément le 6, parce que vous avez une image de 40 mégas sur la page d'accueil. Donc c'est super important. Alors, le problème, c'est que si vous avez des gens à l'étranger, des rédacteurs ou des gens qui vous font les fiches produits, parce qu'en France, il y a trop de charges, et vous sous-traitez un petit peu. Ça arrive, hein? Ça arrive. Ça arrive. Donc dans ces cas-là, ce qu'on va faire, c'est que on va mettre en place un script sur le serveur avec JPEG Optin, parce que là, si vous cliquez sur optimiser les images sur le lien de cet outil, Google vous amène vers une aide qui va vous dire, voilà, vous pouvez compresser les images sur le serveur avec PNG Optimizer ou JPEG Optin. Et en fait, ce qu'on fait sur nos clients, c'est qu'on lance des scripts. Ça veut dire que toutes les heures, on lance les commandes en ligne de commande, donc c'est un planificateur de tâches. Toutes les heures, il y a un robot qui passe sur les images et qui compresse toutes les images. Ça veut dire que si quelqu'un ou la stagiaire ou n'importe qui met des photos, toutes les heures, le robot il passe, il compresse et l'affaire elle est réglée définitivement. Ça évite de le faire manuellement. Il n'y a aucun intérêt de faire fichier, enregistrer sous, qualité 72 pixels pour 60%, enregistrer l'image, parcourir, envoyer l'image. Ça ne sert à rien. Donc continuez à travailler comme vous faites, mais mettez derrière des automatisations qui vont permettre de gagner du temps. Ça le suivant? Oui. Suivant.